Il est invisible, invisible mais quantifiable. En 20 ans, et pour longtemps encore, le gaz carbonique, Mister Carbone, est devenu le personnage encombrant d'une véritable saga où les rôles se distribuent à l'échelle mondiale. Une saga qui nous enfume. Décembre 2009. À quelques jours de la fin de la 15e conférence sur le changement climatique, la surchauffe est à la mesure de l'enjeu. 10 ans après la bataille de Seattle, lors du sommet de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la conférence de Copenhague marque un renouveau de la contestation. Plus de 600 arrestations, 50 000 manifestants dans la rue et quelques centaines pour forcer les portes d'une conférence en pleine confusion et au bord du chaos. Face à eux, le Bella Center, un immense palais des congrès avec des allures de camps retranchés. Fair, ambitious and binding deal, that's what we need here. Make your decision. 20 000 accréditations pour les délégations des ONG, dont l'importance a grandi au fil des années. Mais la plupart ont fini par se faire expulser du lieu. Sur le fond, Copenhague consacre l'unification de la critique sociale et de l'interrogation écologiste. Ce sommet de Copenhague, par son ampleur, ne ressemble à aucun autre. Le réchauffement climatique paraît, en cette fin d'année 2009, avoir convoqué tous les spécialistes scientifiques, les groupes de pression économique et les politiques que compte le monde. Des centaines de négociateurs venus de 190 pays, le personnel de l'ONU au grand complet, des ministres de l'Environnement, des ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables politiques parcourent d'interminables couloirs entre deux réunions. Quelques 5000 journalistes couvrent l'événement et des stars récemment converties à l'écologie ont la vedette. Mais la vraie vedette, c'est lui. Il plane sur les débats. Les manipulations des climato-sceptiques et les tergiversations des politiques ont de quoi le rassurer. Il peut écouter avec sérénité les mises en garde des scientifiques. L'évolution de ces 50 dernières années est en grande partie la conséquence des activités humaines. Et c'est sur cette base que se fondent nos prévisions. Ainsi, nous avons indiqué que même avec une augmentation de la température de seulement 2 degrés, certains effets seraient dévastateurs. Tout le monde parle de cette limite ou objectif, comme si ça pouvait permettre de garantir un certain niveau de bien-être à tous les habitants de la planète, alors que certaines communautés seront très durement touchées. Ne pas dépasser ces 2 degrés de réchauffement global d'ici 2050 sera l'enjeu de la conférence et le demeure. Ces 2 degrés en plus correspondent à une concentration de gaz carbonique dans l'air de 450 ppm. ppm, ou partie par million, est l'unité de mesure de concentration du gaz carbonique dans l'air. ppm et degrés augmentent ensemble. Cet objectif de 450 ppm, ou plus précisément la volonté de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, comme cela a été évoqué à Copenhague, est bien trop ambitieux. Et la vitesse de réaction nécessaire pour rester en deçà de cette limite de 450 ppm relève de l'héroïsme. L'homme n'a jamais rien réalisé de tel.
Réussir à ne pas dépasser ces 2 degrés de réchauffement exige des mesures autrement plus draconiennes que celles adoptées à Copenhague. Mister Carbone, papier s'il vous plaît. Non, Mister Carbone. Alias dioxyde de carbone ou gaz carbonique et plus simplement CO2. Concentration actuelle du gaz carbonique dans l'air, 390 ppm. Croissance, 3 ppm par an. À ce rythme, concentration en gaz carbonique en 2050, 520 ppm. Soit 3,5 degrés de plus. Signature. Mais parallèlement aux négociations entre les États, c'est au Climat Forum, en plein centre-ville, qu'associations et citoyens reviennent sur le débat de fond avec des exigences plus proches de la vérité. Et c'est ainsi que l'historique implacable des degrés et des ppm est animé par l'ONG 350. Le réchauffement a commencé dans les années 80, en dépassant le seuil des 350 ppm. Entre-temps, plus de consommation, plus de production, moins de forêts, et ça grimpe. No deal is better than a bad deal. Ce chiffre du rêve perdu qu'il faut retrouver revient comme un leitmotiv. La messe du 350 est dite avec la ferveur nécessaire pour faire bouger les montagnes. Et Bill McKibben, fondateur du mouvement 350, annonce la couleur. We're dealing with a present crisis. We're past the red line. But the real debate that's underway is between human beings on the one hand and physics and chemistry on the other, okay? That's who the adversary is, and that's a tough negotiation because physics and chemistry don't negotiate. They tell you what their bottom line is right out. We know now what their bottom line is. Their bottom line is 350. Quand les gens disent « c'est trop compliqué, personne ne comprend ce jargon scientifique », on leur répond « non, c'est simple, ça fonctionne comme votre organisme ». Si vous allez chez le médecin et qu'il vous dit « votre taux de cholestérol est trop élevé, il ne devrait pas dépasser les 2 grammes par litre et vous êtes à 3 ». Vous vous dites « ok, c'est le moment de changer mon régime alimentaire, de commencer à prendre mes cachets ». C'est ce message qu'on s'efforce de faire passer. On connaît désormais la donnée la plus importante concernant le carbone dans l'atmosphère. On connaît la limite à ne pas franchir. On sait où se situe la ligne rouge. Ce n'est pas compliqué à comprendre, ce n'est que trop clair. Si on veut être réaliste, c'est en effet à 350 ppm qu'il faudrait fixer la limite pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement. Les chiffres dont on dispose sont tout à fait fiables et largement acceptés. 450 ppm, ce n'est pas suffisant. L'Union européenne a plutôt le beau rôle et met sur la table une réduction des émissions de 20%, voire 30% en 2020 par rapport à 1990. Elle ne se prive pas de donner des leçons avec son paquet énergie-climat voté en 2008 et de son pourtant inégal respect de ses engagements de Kyoto. Les Européens qui ont 10 ans d'avance voudraient qu'il y ait tout d'un coup l'accord parfait final, l'accord parfait par lequel tous les pays ont quelque chose à faire, on a des objectifs, on a une feuille de route. Et en réalité, avec 10 ans d'avance, comme un coureur échappé, c'est difficile
quand vous avez les poids lourds, si je puis dire, du peloton derrière, très loin derrière, et notamment les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis et la Chine, c'était à la fois les deux freins, parce que aucun ne voulait faire quelque chose si l'autre ne faisait pas pareil. Pour notre gaz carbonique, reconnaître ses principaux pourvoyeurs et protecteurs n'est pas un véritable casse-tête. Deux pays, les États-Unis et la Chine, à eux seuls, émettent plus de 40% des gaz à effet de serre de la planète. Ces deux premières économies mondiales sont devenues l'incontournable tandem de tous les sommets internationaux où leurs dirigeants se toisent et s'affrontent. À l'avant-dernier jour de la conférence de Copenhague, les chefs d'État arrivent pour tenter de conclure un accord. Jusqu'alors, la Chine, considérée comme un pays en développement, n'avait pas eu à respecter une quelconque limite. Mais depuis Kyoto, en 1998, ce pays est passé dans la catégorie poids lourd. Wen Jiabao, Premier ministre chinois, vient en bonne compagnie. Les 6 milliards de tonnes d'émissions de gaz carbonique annuelles de la Chine placent depuis peu son pays en tête du palmarès mondial. De leur côté, les États-Unis avaient toujours refusé de ratifier un accord contraignant comme le protocole de Kyoto. L'administration Bush en avait même fait son cheval de bataille.